Bonjour et bienvenue pour cette capsule numéro 5 sur les plaies de pression dans le contexte de la formation Compassion. Je m'appelle Ala Lalou, je suis médecin de famille et médecin en soins palliatifs au GMFU et à l'hôpital de Verdun, au CIUS du centre-sud de l'île de Montréal. Si vous vous rappelez bien de l'acronyme Compassion, la lettre P parle des plaies de pression et ça va être le sujet de cette mini-présentation. Alors, je n'ai pas la prétention d'être stomothérapeute, je suis un médecin de famille et cette présentation se veut extrêmement brève, extrêmement ciblée. On va regarder ça dans quelques minutes. Alors, quand on parle de plaies de pression, les notions de base, c'est que ce sont des plaies qui arrivent au niveau de la peau et des tissus sous-jacents à la peau et qui arrivent surtout dans les surfaces ou les points de contact, les points où il y a de la pression qui se fait sur les os ou les zones de cisaillement. Le problème avec les plaies de pression, c'est qu'elles peuvent s'installer extrêmement rapidement si on n'est pas vigilant et que leur sévérité va varier. Une plaie peut être assez superficielle, et on va en discuter dans quelques secondes, mais peut s'aggraver, aller à un stade 4 si on ne fait pas la prévention nécessaire et si on ne la diagnostique pas rapidement. Alors, c'est un problème qui est très commun malheureusement dans notre clientèle fragile et vulnérable et c'est un problème qui est souvent sous-diagnostiqué quand le patient est dans son propre milieu de vie. Donc, des fois, les patients sont à domicile, ont un peu mal, n'ont pas réalisé, sont pas capables de voir ce qui se passe en arrière dans leurs fesses, sont tout seuls et le temps qu'ils nous en parlent, c'est un peu trop tard. Donc, très important d'être très vigilant pour pouvoir diagnostiquer ça rapidement. Donc, quelles sont les causes principales des plaies de pression? Donc, évidemment, l'immobilisation, et puis la capsule précédente parlait des problèmes de mobilité. Donc, l'immobilisation prolongée, soit à cause de troubles de mobilité, de démence, d'atteintes neurologiques, d'un coma, d'une fin de vie, vont précipiter les plaies de pression. Généralement, l'immobilisation est un des facteurs, mais ça prend d'autres facteurs contributoires, dont la dénutrition importante. Donc, le plus la personne est dénutrie, le plus la personne a de chances de développer une plaie de pression. Donc, on les voit chez les patients très maigres, où on voit la peau, les os, et donc la peau qui frotte directement sur l'os. Mais c'est pas juste un problème de dénutrition avec une perte de poids, même chez les personnes qui sont obèses mais dénutries, donc qui n'ont pas assez d'apport protéique pour pouvoir je dirais, régénérer leur peau et réguler réparer la peau. On peut voir ça chez autant les patients qui sont maigres que chez les patients qui sont obèses. C'est aussi un problème de surface thérapeutique ou de matelas inadapté. Donc, quelqu'un qui est immobile nécessite des surfaces préventives et des surfaces thérapeutiques. Et des fois, quand on tarde à les mettre, surtout dans un contexte d'hospitalisation, eh ben, on favorise l'apparition et la progression des plaies. Finalement, les personnes qui souffrent d'incontinence vont avoir une fragilité de la peau va être beaucoup plus friable et donc ils sont beaucoup plus à risque de développer non seulement des plaies mais des infections dans ces zones-là. Donc, l'important, c'est toujours par rapport aux conséquences, aux complications. Les plaies de pression sont une source de douleur importante. Cette douleur va faire en sorte que le patient va avoir de la difficulté à s'asseoir, se mobiliser et va avoir un impact sur le sommeil. Il y a un risque important, comme j'ai dit, d'infection de la peau et dépendamment de la profondeur de ces lésions-là, on peut même avoir des infections plus graves au niveau de l'os ou même des infections disséminées qu'on appelle sepsis et c'est une source de souffrance très, très importante. Alors, comment est-ce qu'on évalue un patient? Alors, c'est un travail encore là d'équipe. On peut poser des questions par rapport à la douleur, mais les plaies de pression, c'est quelque chose qu'il faut voir, qu'il faut examiner. Donc, un patient qui est immobile, on veut regarder tous les points de pression, les points qui sont à risque d'avoir une pression continue ou un cisaillement. Alors, ça peut être en arrière de la tête, dans les épaules, au niveau des coudes, au niveau des fesses, au niveau des talons. Et puis, dépendamment de la position, ça peut être aussi des fois au niveau des hanches, au niveau des genoux et au niveau des orteils.
Quand on parle de plaies de pression, il faut vraiment regarder qu'est-ce qui se passe. Euh, Généralement, ça commence par une rougeur et c'est une rougeur qui ne disparaît pas quand on enlève la pression. Donc, si moi, je suis en santé, je suis assise pendant un petit bout et que j'ai appuyé mon coude sur mon bureau de travail, mon coude peut devenir rouge, mais la minute que j'enlève mon coude, ben, la rougeur s'en va. Avec une plaie de pression, même si on enlève la pression, la rougeur persiste et au fur et à mesure que la pression et la plaie s'aggrave, la profondeur de cette rougeur, la profondeur de la nécrose tissulaire va progresser. Alors, on parle d'un stade 1 quand c'est juste l'épiderme qui est atteint, un stade 2 quand l'épiderme et le derme sont atteints, la rougeur est plus profonde, on peut avoir un phlyctène, la plaie peut être fermée ou ouverte. Au stade 3, c'est les tissus mous qui sont atteints. Donc, on peut voir le gras. Et puis, au niveau 4, c'est souvent beaucoup plus profond. Ça peut descendre jusqu'aux muscles, aux tendons ou jusqu'à l'os. Ce graphique-là ne parle pas du stade X. Le stade X, c'est quand il y a une nécrose et qu'on n'est pas capable de dire si la plaie est superficielle ou profonde. Et donc, quand il y a présence de nécrose, il faut vraiment essayer de débrider la nécrose pour regarder la profondeur de la plaie. Alors, comment on peut intervenir? Évidemment, on est beaucoup dans la prévention. Encore là, j'ai l'impression de me répéter à chacune de mes capsules l'importance de mobiliser les patients et de changer leur position si ils ne sont pas capables de se mobiliser par eux-mêmes. L'importance d'identifier le fait qu'il y a une plaie en installation et d'utiliser un bon matelas préventif ou thérapeutique. L'importance de changer fréquemment les culottes d'incontinence pour éviter la macération, les infections et l'utilisation des crèmes barrières. Quand on voit qu'il y a une plaie de pression, ben c'est très important de la traiter et les stomothérapeutes sont excellentes pour nous recommander les traitements. Alors moi, je suis, je vous dirais, pas très connaissante en pansements, mais je sais que plusieurs pansements existent et cela va dépendre du stade de la plaie, de présence ou non d'infection, de présence ou non de tissus de granulation, de suintement, etc. Et donc, les infirmières sont bien meilleures que moi et les stomothérapeutes d'excellentes ressources pour savoir quel pansement utiliser. Et cette vidéo ne parlera pas justement des types de pansements. Ça va vraiment se contenter de dire que si vous en avez, utilisez des pansements. Si vous ne savez pas lesquels, demandez l'aide de votre stomothérapeute de votre institution. Alors, l'autre chose, c'est que dépendamment du degré de plaie, des fois, ça nécessite un débridement chirurgical. Et des fois, les plaies sont tellement épouvantables et grandes que pour essayer de favoriser la guérison, ça nécessite un VAC. Alors, ça clôture un peu ma présentation sur les plaies. C'est un des domaines où la prévention est mieux que le traitement. Donc, on veut vraiment prévenir plutôt que guérir. On le fait en évaluant de manière fréquente les points de pression, identifier rapidement, traiter rapidement les plaies de siège avant qu'elles ne s'aggravent. On veut s'assurer d'avoir des surfaces thérapeutiques adaptées et les installer de manière rapide. Et encore là, je ne peux pas sous-estimer l'importance d'un travail en équipe où les préposés aux bénéficiaires sont extrêmement importants parce que en faisant les soins d'hygiène, en mobilisant les patients, ils contribuent au dépistage et au traitement et à la prévention. Les infirmières pour le choix des pansements, les stomothérapeutes en travaillant en collaboration pour recommander justement les traitements appropriés, les physios pour la mobilisation, les ergos pour les surfaces thérapeutiques. Et souvent, nous, les médecins, on se trouve un peu, je vous dirais, inutile dans la gestion des traitements de plaies. On va des fois demander la consultation en plastie si c'est nécessaire de faire un débridement
ou prescrire un VAC, mais souvent c'est quelque chose, un problème qui est majoritairement géré par nos super infirmières. Un grand merci pour votre attention et à une prochaine capsule.